Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Mathieu Doré, je suis coordonnateur de la sensibilisation et de la formation en sécurité de l'information au MCN. Je vous souhaite la bienvenue à ce midi conférence qui est organisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation en cybersécurité 2025. Le thème de cette rencontre, les hypertrucages et leurs conséquences sur les organisations publiques, s'inscrit dans un contexte où les contenus manipulés par l'intelligence artificielle sont de plus en plus présents dans notre environnement numérique. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir deux experts, dont Nadia Nafi, professeure agréée en technologie éducative à l'Université Laval, et Thierry Warin, professeur titulaire au département des affaires internationales à HEC Montréal. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à développer des réflexes et à réagir efficacement face à des contenus suspects. Sans plus attendre, je cède la parole à nos conférenciers et je vous souhaite une excellente conférence à tous. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je me présente, je suis Mathieu Fortin, le directeur des technologies de l'information et du bureau de projet pour le Fonds de recherche du Québec, une société d'État du gouvernement du Québec qui a pour mission de promouvoir et de soutenir financièrement le développement stratégique et cohérent de la recherche scientifique au Québec. J'ai le plaisir de travailler dans l'équipe du scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Et ici, aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes au début de cette présentation pour parler du guide qui a été publié par le Bureau du scientifique en chef et le FRQ intitulé Naviguer dans les désordres de l'information, un guide sur la mésinformation, la désinformation et la malinformation pour les titulaires de charges publiques du Québec. Je dépose le lien dans la discussion afin que vous puissiez le consulter. Donc, ce guide, il s'adresse aux titulaires de charges publiques du Québec, que ce soit les élus, les gestionnaires, les fonctionnaires, et vise à renforcer à la fois le discernement individuel et institutionnel dans un contexte où la diffusion d'informations trompeuses, manipulées, mal contextualisées est en forte hausse. Donc, l'objectif de ma courte présentation aujourd'hui est d'appuyer sur trois messages clés qui sont issus de ce guide. Donc, ce sera bien entendu, là, avant de passer la parole à nos deux éminents panélistes aujourd'hui. Le premier message à retenir, c'est que le phénomène des désordres de l'information, il est complexe et il est profondément ancré dans notre environnement numérique moderne. Donc, le guide rappelle que les désordres de l'information ne se réduisent pas à la simple fake news, mais englobent la mésinformation, qui est de l'information fausse partagée sans intention de nuire, la désinformation, de l'information qui est fausse, partagée volontairement dans l'intention de causer du tort ou de manipuler délibérément des personnes, et la malinformation, de l'information qui est authentique, mais partielle, sortie de son contexte privé, partagée dans le but de manipuler ou de causer du tort. Donc, le guide souligne que ces phénomènes s'accentuent d'autant plus dans un environnement où les algorithmes, l'intelligence artificielle, les médias sociaux modifient les modes de diffusion de l'information. Le guide précise aussi que les administrations publiques et la démocratie, dans ce contexte-là, il peut y avoir des effets très concrets, par exemple une défiance envers les institutions et même la fragilisation du débat public. Second message à retenir, donc les titulaires de charges publiques jouent un rôle très actif dans ces questions. Donc, bien sûr, on ne peut pas tout contrôler, mais tout titulaire de charge publique a un rôle à jouer là-dedans, donc que ce soit comme décideur, comme spécialiste des communications, comme gestionnaire. Donc, vous pouvez influencer la qualité de l'information qui circule dans vos réseaux, auprès de vos publics, au sein des services que vous donnez aux citoyens dans vos organisations. Le guide propose une posture qui est équilibrée entre l'humilité, la nuance, le jugement éclairé. Ce sont des exemples d'attitudes à développer pour naviguer dans le contexte qui est le nôtre. Troisième message à retenir. Donc, il existe des outils concrets à déployer au niveau individuel, mais aussi au niveau organisationnel. Donc, le guide, il est composé de différentes fiches qui sont numérotées de 1 à 21 sur des sujets tels que les techniques de tromperie en ligne, les biais cognitifs, l'évaluation de l'information scientifique, les leviers juridiques, etc. Donc, ça nous amène à des actions qui peuvent avoir des portées plus individuelles, par exemple pour augmenter son propre discernement, mais aussi à des actions de type organisationnel, donc mettre en place des processus, des plans d'action. Donc, avant de passer la parole à nos panélistes, j'aimerais juste souligner que ce n'est pas un guide qui est prescriptif, ce n'est pas un mode d'emploi qui est rigide, c'est un outil de réflexion avec des pistes d'action
Et au Fonds de recherche, on est très fiers d'avoir pu produire cela. Donc, en résumé, le document, ce qu'il nous invite à faire, c'est de comprendre l'ampleur et les effets des désordres de l'information, agir sur notre propre discernement, nos pratiques institutionnelles et aussi à utiliser des leviers concrets pour renforcer la résilience de nos organisations. Donc, je vous encourage à parcourir le guide. Les fiches, elles sont modulaires. On peut aller chercher ce qu'on a besoin à l'intérieur. Puis aussi, à identifier, je vous invite à faire ça aujourd'hui, identifier dans votre contexte de travail les zones de vulnérabilité et surtout d'opportunité pour intervenir, faire en sorte que le volet information de qualité, données probantes, soit un pilier dans la gouvernance de vos organisations, dans nos organismes publics. Alors, sans plus attendre, je passe la parole maintenant à Nadia qui va pouvoir approfondir encore plus le sujet aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce résumé. En fait, ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, ça va rejoindre énormément ce que vous allez trouver dans le guide, mais avec un peu plus de deux exemples, peut-être pour illustrer ce qui est très bien discuté dans ce guide. Donc, je vais partager mon écran. Je vais lancer en fait ma présentation et puis je partage mon écran. Vous voyez mon écran, tout est beau? Je crois que oui, parce que j'ai pas de retour. Donc, je vais me lancer. Euh, je vais commencer par vous dire, et si ce que nous croyons vrai, en fait, reposer désormais sur des fondations manipulables. Et puis, quand je vous parle de ça, je ne suis pas en train d'exagérer. J'étais dans InCyber il y a quelques semaines et puis je vais vous partager une petite expérience que j'ai faite dans l'atelier de deepfake. En fait, vous allez me voir avec un visage et puis... Ah oui. Ça reste. Donc, vous voyez, même quand je bouge ma tête, même quand j'ajoute mes lunettes, avant, ça glitchait, mais là, on peut vraiment voir qu'avec une petite caméra et puis avec un petit ordi, avec très peu de GPU, qu'on peut arriver à vraiment avoir un visage et puis ne pas savoir qui est en face de nous. Et puis, quand je vous dis que je ne suis pas en train d'exagérer, parce que dans le Forum économique mondial, ça a été identifié dans le rapport de 2025 que la mésinformation, désinformation, surtout celle qui a appuyée puis augmentée par l'intelligence artificielle, en fait, pas l'intelligence artificielle, mais l'utilisation non éthique de l'intelligence artificielle va être notre premier risque mondial et pas juste chez nous, là, vraiment comme mondial pour les prochaines 2 années, puis le cinquième risque mondial pour les prochaines, le cinquième pour les prochaines 10 années. Donc, c'est sérieux, c'est partout. On le voit dans toutes les sphères. Mathieu nous a expliqué rapidement la question de la mésinformation, malinformation, désinformation, mais c'est ça, en fait, notre écosystème d'aujourd'hui. On est en train de naviguer dans de la mésinformation, malinformation, désinformation. À ce que Mathieu a expliqué, j'ajoute la sous-information stratégique et puis la fraude synthétique. Quand je vous parle de la sous-information stratégique, c'est la retention, la suppression, la limitation délibérée d'informations pertinentes par des acteurs politiques, économiques, technologiques pour créer un vide cognitif propice à la manipulation et puis au contrôle narratif. Et puis la fraude synthétique, c'est l'utilisation malveillante de contenus générés artificiellement, comme voix, images, vidéos, textes, produits par des modèles d'intelligence artificielle pour vraiment falsifier des preuves, orchestrer des frauderies économiques, sociales et puis institutionnelles. Et puis tout ça, ça se fait avec l'utilisation non éthique de l'IA. On va pousser un peu plus pour parler des deepfakes ou la technologie de l'hypertrucage qui, comme ça a été mentionné, c'est vraiment des fichiers audio-vidéo de personnes réelles faisant des choses qu'elles n'ont jamais dites ou faites. Et puis quand je vous dis là, des personnes réelles, il y a, je vais passer à ma plus prochaine, on parle des deepfakes qui peuvent aller dans différents niveaux, OK? Que ça soit des deepfakes où on n'utilise pas vraiment une technologie avancée, on n'a pas besoin de l'IA, mais on est en train de manipuler l'image, jusqu'au deepfake où on utilise vraiment de l'intelligence artificielle, de l'IA générative, ainsi de suite. Peu importe le niveau, aujourd'hui, le faux utilise et puis vise tout le monde. Il n'y a nul qui est à l'abri d'être utilisé, puis nul
qui est assez éduqué pour ne pas être trompé. Et puis là, je vais vous partager quelques exemples rapides pour vraiment illustrer le fait que c'est vraiment sérieux. Cette dame, OK, elle a perdu 17 000 pounds parce qu'elle est tombée dans une fraude amoureuse, OK? Et puis, cette personne-là, c'est une experte en neurosciences. OK? Quand on parle de la désinformation, de la mésinformation, on dit que OK, les personnes sont en ligne et puis parce que les personnes peut-être manquent un peu d'éducation, ils n'ont pas la littératie nécessaire pour identifier, ainsi de suite. Là, je vous parle d'une personne experte, d'une personne qui a vraiment une éducation en neurosciences, qui est tombée dans le piège. Cette personne-là, elle a perdu ses parents juste après durant la COVID, en fait. Et puis, elle était dans un isolement. Elle a commencé à interagir en ligne et puis, elle a rencontré une personne avec qui elle échangeait. Et puis, cette personne-là, parce que notre experte, là, elle a douté un peu de peut-être c'était un fraude. Alors, l'autre personne lui a envoyé des vidéos d'elle parlant et puis lui rassurer qu'elle n'était pas du faux, elle était vraie. Et puis, à un moment donné, elle a demandé de l'argent. Donc, la personne, elle a envoyé, notre expert, elle a envoyé de l'argent. Donc, juste pour vous dire que, OK, avec une personne qui est bien éduquée, elle est tombée dans cette fraude-là. Mais on continue, OK? Aujourd'hui, quand on parle il faut le voir et puis l'entendre de sa propre voix pour les croire, ça n'existe plus. Et puis, on le voit dans différents exemples, OK? Il y a les fraudes grands-parents qu'on les voit partout, des petits-fils, petites-filles qui appellent les grands-parents avec la voix, donc des deepfakes audio pour demander de l'argent, et puis les grands-parents qui courent au banc pour retirer de l'argent. Il y a des acteurs qui sont deepfakés pour faire la promotion des produits qui n'existent pas, des CEO de compagnies qui sont deepfakés avec leur audio envoyé dans des messageries aux employés pour faire des demandes. Directeur d'école qui a été deepfaké en fait, il y avait un employé qui a deepfaké sa voix en train de dire des choses racistes, OK? Pour vraiment comme lui, il allait perdre son emploi en fait. Et puis après, ça a été découvert que c'était un deepfake. Greta Thunberg, qui a été deepfakée comme quoi elle faisait la promotion de grenades véganes. Le premier ministre pour aussi des investissements non réels. Notre premier ministre d'aujourd'hui aussi des deepfakes. Les chefs d'antenne de téléjournal Acadie, qui était aussi pour faire la promotion de produits qui ne sont pas réels. Et puis le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui y croient. Et puis un cas qui a fait les nouvelles partout, et puis il y a eu vraiment beaucoup d'apprentissage à cause de ce cas-là. Il y a une employée qui était dans une rencontre Zoom avec ses directeurs ou ses supérieurs, et puis elle croyait en fait qu'elle était vraiment face à ces personnes-là. Et puis, ses supérieurs lui ont demandé de faire un transfert de 25 millions de dollars. Et puis, comme je vous ai montré tantôt avec le deepfake dans la conférence In Cyber, comment vous voyez mon visage, je bouge et tout, mais en fait, il n'y a rien qui montre que c'est du faux. La personne qui croyait qu'elle était vraiment face à ses supérieurs, et puis, avec le billet d'autorité, notre supérieur le demande, elle a vraiment fait ces transferts-là. Donc, c'était fake. Et puis, nous, là, on fait des rencontres Zoom. Et puis, peut-être, on ne sait même plus si on est face à la personne dont on croit on est face à ces personnes-là. Donc, elle a fait le transfert. L'argent est parti. On n'a jamais pu récupérer l'argent. On n'a jamais pu identifier qui était derrière cette fraude. Et puis, je vous parle de 25 millions de dollars. Et puis, ce n'est pas un cas isolé. On continue, la désinformation genrée, la fraude, la deep news, la sextorsion par l'IA. Il y a plein de personnes qui reçoivent, en fait, qui tombent dans des pièges. Il y a une qui a perdu 800 000 dollars parce qu'elle a cru qu'elle était en train d'aider Brad Pitt qui était malade. Des politiciennes, des actrices, qui sont vraiment comme les victimes de cette désinformation genrée. Il y a des applications qui dénudent des filles dans les classes, ainsi de suite. Donc, peu importe le contexte, il y a cette attaque-là. Et puis, on croit que ça prend vraiment des gros organismes et puis de grosses équipes comment dirais-je, bien expertes pour créer cette désinformation-là. Mais en fait, on a découvert que le site de Mr. Deepfake, qui avait 70 vidéos avec 2,2 millions de vues, OK, c'était dirigé par un pharmacien canadien.
Donc, vous voyez là, ça prend pas aujourd'hui une grosse équipe pour déclencher de la désinformation, surtout de la pornographie, de deepfake pornographique, ainsi de suite. D'autres crises en train de se faire aujourd'hui, c'est l'épidémie des TikTok. Donc, on voit que ce soit sur TikTok, mais aussi on les voit sur différents réseaux sociaux, différentes applications, des médecins qui sont déféqués, que ce soit des faux médecins ou bien même de vrais médecins, ok, qui sont déféqués pour faire la promotion d'une solution miracle. Et puis, il y a plein de personnes qui tombent dans ces pièges-là. Pourquoi? Si on pense juste dans notre contexte, avec la pénurie de médecins, en fait, de professionnels de santé, on attend longtemps pour y accéder. La chose la plus rapide dans le passé, on allait googler pour avoir des réponses. Aujourd'hui, on regarde TikTok, on regarde ces différentes vidéos pour aller chercher des réponses à quelque chose qui nous inquiète. Et puis, encore une fois, on voit un médecin, on voit des personnes qui commentent, ainsi de suite, on croit. Et puis, il y a plein qui sont tombés dans ce piège-là, mais ce n'est pas juste la question des patients, on pense aussi à toute la question de la télémédecine. Quand on se dit, OK, des patients qui vont rencontrer des médecins en ligne ou bien des médecins qui vont rencontrer des patients en ligne, mais comment on va s'assurer que la personne en face de nous est vraiment, c'est la personne qu'on veut rencontrer. Donc, la télémédecine aujourd'hui, aussi, elle est en danger. La question des assurances aussi, c'est en danger parce qu'il y a des deepfakers qui rentrent et puis qui vont extorter et ils vont vraiment comme venir chercher les données des patients. Et puis, pas juste dans le monde de santé, même dans des applications de travail. Donc, aujourd'hui, il y a usurpation d'identité et infiltration de faux profils dans les milieux de travail. Il y a des accès non autorisés aux données sensibles, aux stratégiques, espionnage industriel, cyber-exfiltration d'informations, contournement de sanctions et fraude transnationale. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas juste la question de deepfake pour aller chercher vraiment faire la promotion des produits. Il y a des deepfakes pour aller s'infiltrer dans des organismes. Et puis, les personnes en ressources humaines ne sont pas encore, n'ont pas développé les compétences suffisantes pour pouvoir vraiment identifier est-ce que comment dirais-je, ces applications sont vraies ou fausses. On le voit aussi dans la politique, que ça soit quand l'Ukraine et puis le conflit a commencé, le deepfake de Zelensky qui disait comme il laissait tomber puis il est vraiment comme là il va vraiment comme là je trouve plus mes mots mais c'est ça, c'est comme il rend les armes et puis il y a eu plusieurs personnes qui ont cru. Aussi des audios du président de Philippines qui aussi parlait d'attaque. Donc, côté politique, on le voit, il y a plein de personnes politiques qui sont déféquées. On voit plein de vidéos générées par l'IA aussi de notre côté du monde. Mais tous ces deepfakes-là, OK, je vous ai montré plusieurs exemples dans différents contextes. Comment elles sont créées? OK? Il y a plusieurs technologies. Là, je vais passer rapidement. Je ne veux pas très rentrer dans les techniques, mais juste pour avoir une idée un peu sur ces technologies derrière ces deepfakes-là. On parle des réseaux antagonistes génératifs. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme on a deux IA qui vont s'affronter. Okay? Il faut imaginer comme si vous avez un artiste et puis un critique. Et puis, l'artiste qui va essayer de créer comment dirais-je, la peinture ou bien l'art qui est le plus réel possible. Et puis le critique qui va, lui, essayer d'identifier vraiment comment les pousser pour identifier cette fausseté. Donc, ils vont tous les deux s'affronter pour arriver au plus haut niveau possible. Et puis, c'est ça avec les GAN. Ce sont deux IA qui vont s'affronter pour s'améliorer au fur et à mesure d'avancer. Donc, ça, c'est une technologie qui est utilisée énormément dans les deepfakes. Il y a aussi les VAE, qui sont des systèmes qui compressent une donnée dans un format simplifié, puis elles la reconstruisent. Donc, prennent ces données-là et puis retravaillent les données pour créer du faux. Mais depuis 2022, il y a de nouvelles architectures qui ont aussi révolutionné la création de contenus synthétiques. On parle des modèles de diffusion qui apprennent à transformer progressivement un bruit aléatoire en images réalistes en débruitant étape par étape, comme DALL-E
3, Midjourney, Sora. Et puis les transformers multimodaux qui sont capables de comprendre et de générer du texte, des images, du son. Dans certains cas, de produire des vidéos entières à partir d'un simple prompt. Donc, vraiment avec une seule phrase, pas besoin de codage, on le fait. Donc aujourd'hui, la création des deepfakes est devenue plus rapide, plus fluide et beaucoup plus difficile à détecter. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces vidéos-là de Jessica Ratcliffe. Okay? Je vous ai montré avant des différents exemples de deepfakes qui ont pour but de vraiment comme ou bien frauder ou bien vraiment aller chercher des données, ainsi de suite. Cette vidéo-là, c'est une vidéo en fait de Jessica Ratcliffe qui est une entraîneur d'orques. Et puis, la vidéo montrait l'entraîneur qui a été tué par l'animal, okay, qui est tué par l'orque durant un spectacle. Et puis, toutes les personnes les spectateurs étaient là, qu'ils ont vu tout ce désastre-là se passer juste en face d'eux. Et puis, on a eu vraiment comme des milliers de vidéos qui ont circulé partout et puis des réactions à ces vidéos-là. Donc, il y avait des personnes qui réagissaient comme quoi il faut absolument protéger l'animal. C'est qu'ils étaient vraiment dans la protection des animaux. Il y a d'autres qui parlaient des conditions des travailleurs et puis des entraîneurs et puis vraiment aller chercher c'est quoi le problème avec les conditions de travail de ces personnes-là. Puis il y a certains qui ont dit « Ah, mais ça a l'air de l'IA ». Et puis, quand les personnes ont réagi comme quoi c'est peut-être de l'IA, la réaction immédiate des personnes qui ont lu ça, c'était comme, OK, mais là, c'est pas de l'IA, vous êtes en train de nous cacher la vérité, c'est pas vrai, c'est pas de l'IA, vous dites ça juste pour cacher la vérité. Mais en fait, les vidéos qui ont circulé, c'était des deepfakes, c'était pas des vraies vidéos, mais qui ont circulé. Alors, je suis allée voir, OK, mais c'est quoi la source de cette vidéo? Et puis, en fait, cette vidéo-là, elle vient d'un canal sur YouTube qui s'appelle Animal Quest, et puis où il y a des vidéos truquées, générées par l'intelligence artificielle sur des attaques faites par des animaux. Et puis, j'ai retrouvé la vidéo. Et puis, en fait, c'est le descriptif de la vidéo, c'était très clair, OK? Puis c'est là, vous voyez les deux flèches bleues. Ça dit fictional trainer. Donc, l'entraîneur, c'est fictif, mais c'est basé sur une vraie histoire dans le passé de 2010. Et puis, le contenu est généré. Mais c'est là, OK, et puis c'est pourquoi je vous montre cet exemple, parce que là, c'est vraiment un autre danger à un autre niveau où même une vidéo qui le dit dans son descriptif qu'elle n'est pas réelle, qu'est-ce qu'elle a généré? Elle a généré plein d'autres vidéos. On a même des vidéos de la cérémonie après, vraiment comme de départ de l'entraîneur et puis toute une mémorisation, comme du mémoire pour l'entraîneur et puis plein de vidéos qui ont été générées par des utilisateurs qui n'ont rien à voir, mais qui ont vraiment augmenté l'histoire et puis exagéré avec l'histoire et puis créé tout un bruit autour d'une histoire qui n'est même pas réelle. Alors, vous pouvez imaginer une histoire qui pourrait vraiment augmenter avec les utilisateurs, mais aussi avec l'intelligence artificielle. Mais les deepfakes sont aussi utilisés il y a des deepfakes post-mortem. Et puis là, je vais vous jouer une petite vidéo. Vediamo Salvador Finito Dalì Domenico. I am back. Donc là, l'équipe de l'exposition de Dali allé récupérer toutes les vidéos de Dali, toutes les données qu'ils avaient sur Dali pour créer un deepfake pour que l'artiste, en fait, accueille les visiteurs de son exposition et puis explique les peintures, ainsi de suite. Donc, c'était une utilisation qui était bienveillante, OK, de Dali et puis de ces données-là. Et puis, dans le temps, en 2019, 2018, 2019, ça a pris vraiment beaucoup de données pour créer ces quelques vidéos-là pour accueillir ces invités-là. Un autre exemple de post-mortem, c'est un deepfake d'une personne, en fait, qui a apparu dans
comme après, elle a été tuée, c'était une victime. Et puis, lors du jugement de son tueur, la sœur a accepté à ce que la personne apparaisse et puis plaidoie pour le criminel, pour le pardonner. Donc là, on se dit, OK, avec Dali, on avait su que c'était du faux et puis c'était pour une raison bienveillante. Mais là, aujourd'hui, si on commence à avoir des témoignages de personnes qui ont été décédées, tuées, pour venir et rentrer dans la cour et puis vraiment comme être comme des témoignages, on est rendu où? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui nous assure que la personne voulait vraiment comme pardonner la personne qui l'a tué. Donc là, on rentre dans une zone qui est vraiment pas comme côté éthique, côté humain. On n'est pas au bon endroit. Et un autre exemple, Suzanne Sommer, qui est une actrice, son mari n'arrive plus à supporter, tolérer son absence. Alors, il est en train de créer un deepfake d'elle pour qu'elle reste avec lui. Donc, vous pouvez imaginer les différentes utilisations des deepfakes. Lors de l'explosion à Beyrouth, il y a quelques années, une chaîne, la MTV, a recréé des deepfakes des victimes de l'explosion pour venir demander justice. Et puis, bien que la chaîne a eu le consentement des parents, la réaction du public était vraiment très forte et puis contre l'utilisation de deepfakes, de données de personnes qui sont décédées sans avoir vraiment leur consentement. Mais c'est utilisé. Présentement, avec Sora 2 qui est sorti, il y a encore une fois une utilisation de deepfake post-mortem, et puis il y a beaucoup de vidéos de Robin Williams et puis de Josh Carlin, et puis là aussi la famille était vraiment très, très fâchée contre ces utilisations il n'y avait pas de consentement, et puis toutes sortes d'utilisations étaient présentes. Et puis, une question qui se pose, est-ce que aujourd'hui, les deepfakes sont en train de vraiment comme changer les figures historiques? Est-ce qu'ils sont en train, l'utilisation de ces deepfakes peut changer notre histoire? Et puis, le danger arrive quand la techno est démocratisée, mais elle n'est pas gouvernée. Aujourd'hui, comme vous le savez, et puis vous l'avez vu dans le guide, il y a plein d'applications qu'on peut trouver partout sur notre téléphone, partout. Tout citoyen, citoyenne, peu importe leur âge, peuvent avoir accès à ceci d'une façon gratuite et puis accessible. Mais encore plus, avec la création de Sora 2, les possibilités sont énormes. Là, je vais vous passer une petite vidéo promotionnelle de Sora 2. C'est en anglais, je m'excuse, j'ai pas trouvé une en français, mais je voulais juste vous montrer le réalisme que Sora 2 est capable de produire. Ever since he was a kid, he wanted to be a duckling racer. His first word was quack. His second word was champion. He wasn't fast at homework. But my God, the boy could ride a duck. What be when you're older? Ha! The best in the world. 16, he was the best duckling racer in Sweden. And by 18, the world championship. There was no question. He was the best duckling racer in the world. And then the quack. They said I would never race again. You know what I told them? Quack, quack. Donc, là, je vais relancer ma présentation. Donc, vous pouvez imaginer, OK, avec le réalisme de Sora, les documentaires qui peuvent être créés et puis qui vont être partagés, que ce soit sur YouTube ou autre, et puis le nombre de personnes, en fait, qui vont y croire.
OK, qui ne vont pas savoir que c'est du fake. Un autre exemple que je veux vous montrer, j'ai commencé à travailler sur les deepfakes depuis 2019, 2018-2019. Et puis, dans le temps, je partageais une vidéo de la reine d'Angleterre qui, en fait, avec son consentement, avec la chaîne 4, a créé un deepfake pour sensibiliser le grand public concernant les enjeux, en fait, de ce qui est en train de se passer. Je vais vous jouer ceci. Affecting my moves for TikTok. In fact, there's something I'm rather excited to share with you all. I'm under strict orders from Philip not to, but as he's nodded off in front of Home Alone 2, would you mind awfully? You'll have to move that camera back. Everyone ready? I just wanna burn your night long. Et puis, à la fin de la vidéo, ça montre, OK, que c'est en fait, c'est toute une équipe de production qui a créé cette vidéo-là, qui l'a développée. On behalf of myself, your queen, and all at Channel 4, I trust you will have the very merriest of Merry Christmases. Vous voyez, c'était toute une Is that okay? Can I have a cup of tea now? toute une équipe pour faire la vidéo en question, pour sensibiliser les personnes. Alors, je me suis prêtée au jeu et puis je me suis dit, OK, je vais aller sur Sora voir qu'est-ce que je peux faire avec une phrase. Carrément, peut-être 5 ou 6 mots que j'ai mis. Et puis, en 60 secondes, one must keep it royal. Shoulders, crown, and a little groove. Quite the vibe, isn't it? donc, autant de versions que je veux. Et puis là, c'était une des vidéos que j'avais créées. Puis j'aurais pu la faire parler en français, j'aurais pu la faire parler en ce que je voulais. Et puis, ça a pris, encore une fois, pas de code, et puis, c'est pas parfait parce que je cherchais pas la perfection, parce qu'encore une fois, je veux pas faire partie des enjeux et puis du problème, mais juste pour montrer la capacité aujourd'hui des technologies qui sont entre nos mains. Jake Paul, c'est un boxeur, en fait, qui voulait aussi se prêter au jeu. Et puis, dans Sora 2, ce qu'on peut faire, on peut créer notre caméo pour faire des deepfakes, mais aussi on peut donner accès à d'autres personnes pour créer des deepfakes de nous. OK? Et puis, puisque c'est un boxeur, puisqu'il cherche, le grand public, ainsi de suite, il a donné accès au grand public. Mais quand c'est tombé dans les mains du grand public, ils ont commencé à créer des vidéos qui sont hors des limites éthiques. Et puis là, il n'a pas pu contrôler après son image qui était partagée. Donc, on est encore une fois, on a la technologie, mais c'est pas parce qu'on donne accès, ça veut dire que les personnes vont l'utiliser de façon bienveillante. Même les personnes qui n'ont pas nécessairement des agendas, mais comment les personnes, OK, qui ont accès à ces technologies sont en train de manipuler juste pour s'amuser, puis changer l'histoire, changer la réalité, changer la vérité, changer les faits, en fait, qu'on a besoin de faits, sont en train d'être changés, partagés. Puis une fois une vidéo qui est partagée, il n'y a plus rien qui l'arrête parce que là, elle est dispersée, elle est disséminée sur les réseaux sociaux et puis disséminée dans des différents messages, ainsi de suite. Donc, une fois c'est parti, même si après on dit elle est fausse, les personnes qui ont reçu cette information-là ne savent pas nécessairement que, en fait, elle était. Et puis, le fait aujourd'hui que la technologie, elle est largement démocratisée, elle est normalisée, elle est banalisée, elle est acceptée socialement, ça la rend encore plus dangereuse. OK? Et puis, du fait qu'on est habitué à voir des vidéos modifiées pour nous amuser, notre vigilance critique devient plus faible lorsqu'on est en face de quelque chose qui est vraiment comme une version malveillante, peu importe le contexte. Et puis, on continue. OK? Là, on parlait des deepfakes qui peut-être sont cachés. On parlait de filtres, on parlait de Sora. Mais aujourd'hui aussi, il y a des actrices. Il y a une actrice, Tilly Norwood, qui a été générée par l'IA.
Et puis aujourd'hui, on parle de la question de est-ce qu'on va rentrer dans ce monde-là où les personnes vont être remplacées par l'IA générative? Est-ce qu'il va y avoir des emplois qui vont être des professions qui vont être remplacées, des personnes qui vont être remplacées? Il y a tout un débat sur l'authenticité, les droits de la personnalité, la valeur humaine, et puis du travail humain, et puis aussi toute la question dans les industries créatives, la promesse de qualité, le talent, effort, authenticité. Est-ce que tout aujourd'hui est imitable? Et puis quand tout est imitable, comment on va savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et puis l'actrice, elle n'est pas seule parce que aussi on a vu récemment toute la question des animatrices IA. Donc encore une fois, est-ce que ces personnes qui sont générées par l'IA vont s'infiltrer dans notre connaissance, sur nos fils d'actualité, et ainsi de suite? Parfois, on le sait, parfois, on ne le sait pas, mais qu'est-ce qui arrive quand on ne le sait pas? Et puis, qu'est-ce qui arrive quand le message que ces personnes-là sont en train de disséminer, c'est un message qui a un agenda derrière. Donc, il y a toute cette réflexion à faire. Et puis, les actrices, les animatrices ne sont pas seules. Il y a des influenceuses aujourd'hui qui sont suivies de millions de personnes, qui interagissent avec encore une fois, quand on parle citoyens, ils sont en train d'interagir avec toutes ces personnes-là, avec différents groupes d'âge, comme si elles étaient de vraies personnes, même si on sait qu'elles sont, ils le disent, c'est un robot, mais quand même, l'interaction des humains avec ces IA génératives, c'est devenu à un niveau où c'est comme si on est en train d'interagir avec du vrai. Alors, vous pouvez imaginer toute comment dirais-je, la manipulation qui peut se faire, toutes les pensées qui peuvent générer et ainsi de suite. On a même des vidéos avec des chansons qui sont générées, puis des applications pour créer notre propre influenceuse IA virtuelle. Donc, peu importe notre niveau en informatique, on est capable de créer tout ça. Donc, juste imaginez ces technologies-là dans les mains des personnes qui sont malveillantes avec des pensées non éthiques. Donc, on prend cette technologie-là avec tous les différents exemples que je vous ai partagés. Je sais que c'est un peu de chaos d'exemples, mais avec de différents contextes, de différentes possibilités. Et puis, on connaît très, très bien les biais cognitifs. On est humain. Et puis, comme nous, on est conscient de ces biais cognitifs, les personnes malveillantes, les criminels, les politiciens avec des agendas non éthiques, ainsi de suite, sont capables de mobiliser et la technologie avec nos billets pour pouvoir manipuler et puis changer des discours, que ça soit au niveau politique, que ça soit économique, que ça soit peu importe là, à tous les niveaux, ça, c'est une arme qui est mobilisée aujourd'hui pour truquer. Mais le faux ne s'arrête plus aux images ou aux voix. Il est aujourd'hui aussi en train de s'infiltrer au cœur du savoir lui-même. Et puis, je vous partage une recherche récente entre Stanford et puis le Better Up Lab qui ont travaillé sur la question, ou bien ils sont venus en fait avec le concept de work slop. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a plein d'employés qui sont en train de travailler avec l'IA générative d'une façon qui n'est pas nécessairement critique et puis efficiente. Et puis, ils sont en train de générer du contenu qui a l'air super beau, super rigoureux, mais en fait, qui a plein de vide à l'intérieur. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le work slop. Et puis, une fois que c'est partagé dans le sein d'un organisme, d'une entreprise, les personnes qui reçoivent ceci doivent nettoyer parce qu'en fait, c'est du contenu qui vaut rien. Donc, juste pour nettoyer, ça prend des heures. Et puis, vous pouvez juste imaginer combien c'est en train de coûter, en termes de temps, de budget, pour pouvoir vraiment comme nettoyer ce faux, nettoyer cette basse qualité. Et puis, même la perception des employés face aux autres, duquel ils sont en train de recevoir ce work slop, c'est un manque de confiance. Est-ce que ces personnes sont créatives? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment compter? Est-ce qu'elles sont fiables? Donc, il y a tout ce doute qui est en train de faire partie des groupes de travail parce qu'il y a ce work slop-là qui est en train d'être partagé dans notre milieu de travail. Mais pas juste ça, On peut imaginer que ce work slop est en train de se passer à petit niveau, mais on découvre que
OK? En Australie, il y a le gouvernement australien qui a demandé à Deloitte de vraiment venir avec un rapport sur la conformité des aides sociales qui est censé réparer le scandale Robodebt. Et puis, le rapport a coûté 440 000 $ et puis a été soumis, puis a été publié, ainsi de suite. Et puis, ce n'est que quand Chris Roach, qui est maître de conférence en droit à Sydney en août 2025, là, très récemment, en train de lire, et puis il a découvert qu'il y avait des propos qui étaient associés à ses collègues, mais qui n'étaient pas vrais. Et puis c'est là où il est rentré plus dans le rapport, et puis il a vraiment lu. Et puis, qu'est-ce qu'il a découvert? C'est qu'il y avait des citations inventées, des sources fantômes, des fausses décisions de justice, fausses notes de bas de page. Alors, imaginez, OK, un rapport sur lequel des décisions vont être prises du gouvernement. C'est basé sur du faux, du work slop. Et puis, la réaction du gouvernement, c'est que ce n'est pas aux fonctionnaires, en fait, de vérifier les sources d'un rapport commandé parce qu'ils ont payé pour, et puis on s'attend à ce qu'il y ait une certaine qualité quand on demande un rapport. Alors, on ne s'attend pas à ce qu'après, il faut vérifier les sources. Bien sûr, le rapport a été révisé. Il y a eu une adoption de nouvelles règles exigeant des formations à l'usage responsable de l'IA, puis la déclaration préalable de tout recours à l'IA dans les contrats publics. Mais quand même, le doute est là maintenant. Est-ce que c'est le seul rapport de Deloitte qui a été faké par de l'IA générative? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises, d'autres ressources aussi qui sont en train d'utiliser l'IA d'une façon non responsable? Et puis, on a plein de décisions qui sont prises à partir de ces rapports-là. Puis là, j'ai mis une petite note ici. Vous avez dans votre guide la fiche 15 qui a été vraiment a été construite à partir de l'énoncé des principes produits par la MCN. Donc, qui fait le lien avec toute cette utilisation responsable de l'IA générative dans notre milieu de travail. Et puis, c'est pas juste ça, OK? Aujourd'hui, une autre recherche a démontré que ça prend juste 250 documents empoisonnés pour altérer durablement un modèle de langage. Ça veut dire qu'on met 250 documents où il y a du faux à l'intérieur et puis ça va générer après plein de ressources qui sont basées sur ceci. Puis contrairement aux hallucinations d'un modèle d'IA générative, cette contamination du savoir, elle est intentionnelle. Donc, vous pouvez imaginer, OK, avant, je vous ai partagé du work slop, donc des employés qui ont peut-être utilisé l'IA d'une façon non responsable, mais là, on peut aussi juste imaginer des attaques à notre propre savoir à travers des personnes qui vont insérer des documents qui sont pleins de fausseté, OK, pour manipuler la science, manipuler les décisions, manipuler plein d'éléments qui sont pertinents pour nous. Donc, c'est une question de fondation. Sur quoi aujourd'hui reposent nos connaissances, nos politiques, nos décisions? Quand même la science et les institutions s'appuient sur du faux, c'est une vraie crise amplifiée du savoir. Je prends une citation du Service canadien du renseignement de sécurité. Ils disent « Sans les faits, il n'y a pas de vérité. Sans vérité, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de réalité commune. » Les problèmes existentiels de notre monde. Alors, imaginez juste, OK, que les faits eux-mêmes sont faux. Donc, on n'a même pas de faits. Alors, où est-ce que ça en va, notre démocratie? Puis quand on parle, OK, c'est quoi les conséquences, en fait? On parle de l'érosion de la confiance, la pollution informationnelle, la crise de la connaissance, la manipulation cognitive, les faux souvenirs, la violence numérique, la cybercriminalité, la fraude, mais aussi l'atteinte à la démocratie puis à la sécurité qui instrumentalise en fait les médias synthétiques pour manipuler l'opinion, polariser les débats, diffuser des discours populistes ou diffamatoires et fragilise la confiance envers les institutions publiques. Donc, vous pouvez imaginer toutes ces conséquences-là. Et puis, il y a une perte d'intégrité documentaire et judiciaire et puis l'effondrement de la confiance collective. Alors, aujourd'hui, OK, comment on va savoir si c'est vrai ou faux? Il y a des utilisateurs qui ont reçu des messages pour une classe d'action vraiment comme concernant un recours collectif en fait en lien avec Rogers. Et puis aujourd'hui,
notre esprit critique dit, OK, quand on reçoit un message sur notre téléphone et puis ça dit, ah, il y a recours collectif, ainsi de suite, c'est probablement une fraude. Alors, on veut tout simplement éliminer notre message. Et puis, c'est ça ce qui s'est passé. Il y a plein de personnes qui ont éliminé leur message alors que c'était du vrai. Donc là, on est rentré dans ce doute-là collectif de ce qui est vrai, ce qui est faux. Tory PM, la personne, là, la politique, qui dit que elle a été accusée d'un sujet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sa première réaction, c'était, mais c'est pas moi, c'est un deepfake. Et puis la police, maintenant, est en train d'investiguer, est-ce que c'est vraiment un deepfake ou pas. Donc, peu importe, est-ce que la personne, elle est innocente, elle est criminelle, est-ce qu'elle est... On ne sait plus. OK, ça prend des investigations, mais est-ce qu'après, avec les investigations, on va savoir si c'était vraiment un deepfake ou pas? Donc, toute personne aujourd'hui peut dire, la vidéo, c'est pas vrai, elle est deepfakée, tout simplement. Mathieu a parlé de solutions. Le guide parle de solutions. Et puis, je suis 100% d'accord qu'il y a des solutions. TikTok a suspendu le compte qui partageait les épertucages de notre Premier ministre. La vidéo de Taylor Swift a été retirée après quelques heures qu'elle a été disséminée. Les médecins utilisent aujourd'hui des tactiques des influenceurs pour étouffer la désinformation. Il y a des applications et puis des plateformes de fact-checking. Il y a aussi toute la comment dirais-je, la technologie pour insérer des filigrammes, pour savoir d'où vient cette technologie-là. Comme Sora, par exemple, OK, on peut voir le logo de Sora apparaître sur la vidéo. Mais en fait, est-ce que ça c'est pas comme détourner, quand on peut pas détourner ceci? Bien sûr qu'on peut détourner ceci. Il y a SynthID qui aussi détecte les vidéos. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le jeu, c'est le jeu du chat et de la souris. Et puis, la quantité de ressources investies dans le développement de nouvelles formes de contenu génératif est nettement supérieure à la quantité investie dans le développement de techniques de détection fiables. Et puis, si on veut parler légal, le projet de loi, comme vous le savez, C-27 et puis le C-63, et sont les deux morts au feuilleton le 6 janvier 2025. Le terme de cybercriminalité lui-même n'apparaît pas comme une infraction spécifique dans le code criminel. Les actes de cybercriminalité, oui, sont poursuivis, mais sous d'autres chefs d'accusation. Alors, quand on parle d'attaque par rançon logiciel, on peut parler du méfait à l'égard de données, extorsion. Si on parle de piratage de compte, on peut parler de l'utilisation non autorisée d'un ordinateur, cyberharcèlement, on peut parler de harcèlement criminel, ainsi de suite, mais on n'a pas vraiment la cybercriminalité dans notre code. Et puis, les enquêtes en matière de cybercriminalité sont extrêmement complexes, dépassent souvent les capacités ou le mandat d'un service de police, par exemple, local. On ne sait pas à quelle juridiction ça appartient. Et puis la source aussi, les ressources pour faire ces enquêtes-là, ça prend des personnes vraiment très développées dans leur expertise. Une des choses que je propose dans un de mes articles que j'ai publié dans l'UNESCO, c'est toute une réflexion en fait dans cette crise de savoir sur l'humain. OK? Et puis je pousse et puis c'est là où je viens, comme avec toute la question de l'éducation, le fait qu'aujourd'hui, on a besoin de renforcer l'agentivité épistémique individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin d'enseigner non seulement à détecter les faux, mais à développer chez chaque personne une posture réflexive face au savoir. Questionner comment nous savons ce que nous savons, pas juste ce qui est vrai. Au fond, on veut commencer par ça, mais on veut pousser notre réflexion. On a besoin de construire des régimes organisationnels de connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire? Repenser les institutions, que ce soit éducatives ou autres, les mécanismes de certification, les pratiques d'évaluation, les processus de gouvernance du savoir. Mais aussi, on a besoin de cultiver des écosystèmes intersectoriels de savoir. Donc, favoriser toutes ces différentes collaborations entre secteurs, que ça soit éducation, médias, technologie, politique, régulation, ainsi de suite, pour construire des normes, des outils partagés, des cadres de transparence, des infrastructures de confiance face à ce contenu synthétique. Parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, professionnel, doit devenir détecteur, éducateur, médiateur, protecteur, acteur et actrice contre l'usage non éthique des hypertrucages dans notre écosystème numérique.
Et puis, on peut parler de campagnes de sensibilisation, de responsabilisation, on peut parler de la littératie de l'IA, on peut parler de la cybersécurité, puis toute la compétence qu'il faut, pas juste les experts en cybersécurité de la développer, mais chaque citoyen, citoyenne qui doivent comprendre le BABA vraiment comme la base de qu'est-ce que ça veut dire agir avec vraiment la cybersécurité dans nos pensées, l'agentivité numérique, et puis plein d'autres. Mais il faut qu'on puisse réfléchir ensemble à ceci parce que, comme j'ai essayé de vous montrer depuis le début de ce webinaire-là, il n'y a pas un contexte qui n'est pas en danger. Il n'y a pas une personne qui n'est pas en danger. Surtout que le problème, ce n'est pas nécessairement la technologie. La technologie, elle est utilisée de façon extraordinaire dans différents contextes, comme par exemple la même technologie qui fait des audios deepfake pour les fraudes grands-parents utilisés pour donner la voix à des patients atteints par la SLA qui ont perdu leur voix. Il y a la même technologie qui est utilisée comme pour accompagner des personnes avec des troubles cognitifs, pour projeter des jeunes dans leur profession future et aussi pour arrêter les scammers. Donc, la technologie, elle peut être utilisée d'une façon extraordinaire si elle est utilisée d'une façon bienveillante. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ensemble que ça va être notre solution. Et merci pour votre écoute. J'espère, Thierry, que j'ai pas trop... j'ai dépassé un peu le temps. J'ai essayé de faire un peu rapide à la fin, mais bon. C'est hyper très bien. couper, Merci beaucoup. oui. En tout cas, j'aimerais déjà vous remercier, Nadia, remercier les FRQ pour l'organisation d'un tel webinaire parce que ça met vraiment l'accent sur les capacités technologiques auxquelles on a accès aujourd'hui. Nous, on l'expérimente en recherche, on voit aussi l'impact que ça peut avoir sur les démocraties. J'ai vu à un moment donné sur la diapo, une des diapos, la crise du savoir. Donc moi, je suis un professeur également et le savoir, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. Comment, d'après vous, on pourrait utiliser donc les FRQ, par exemple, qui financent la création de savoir? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser les outils que nous avons aujourd'hui, les universités, les publications scientifiques, pour inonder peut-être l'Internet? Et puis j'aimerais aussi peut-être prendre un peu de recul aussi là-dessus, c'est que le savoir se diffuse aujourd'hui par l'Internet. Les hypertrucages dont on parle sont des produits qui sont diffusés non pas sur des journaux en papier, qui sont diffusés sur une technologie qu'on appelle l'Internet, quand je dis une technologie, c'est une technologie. On pourrait utiliser un autre Internet avec un autre protocole. Donc, je sais très bien que ça va pas se faire, mais quand on a choisi ce protocole qui est devenu ce qu'on appelle, et puis qu'on a intégré qu'on appelle l'Internet, c'était un choix. On aurait pu choisir un autre protocole, en effet. Donc, comment, dans ce contexte-là, donc il y a plein d'autres véhicules pour diffuser le savoir, les universités en sont un, mais comment est-ce qu'on peut, sur ce protocole-là en particulier, est-ce qu'il y a un espoir, en fait, de diffuser ce savoir et de réinonder de sciences financées ici au Québec par les FRQ, cet Internet? Est-ce que c'est une solution plausible selon vous? Merci Thierry pour la question. En fait, comme tu l'as mentionné, la dissémination, elle se fait d'une façon énorme sur les réseaux. Et puis, je me rappelle parce que encore, je travaille sur la désinformation, les deepfakes, ça fait un bout de temps. Et puis, surtout durant la COVID, il y a des participants jeunes, 18-24, qui m'ont dit, en fait, c'est comme la COVID. Tant qu'un deepfake est créé, mais il reste dans sa boîte, il fait pas de mal. Un virus qui est dans sa boîte ne fait pas de mal. C'est vraiment quand il est dispersé, quand il est disséminé, que c'est là où ça fait mal. Et puis, on sait très bien que sur les réseaux, on a les algorithmes. Il y a toute la question de vraiment comme ils veulent chercher notre attention. Donc, les algorithmes poussent vers tout ce qui nous pousse du contenu qui va nous garder engagés, n'est-ce pas? Et puis, en plus, le contenu aujourd'hui, c'est pas juste de la promotion de produits, mais encore de la désinformation augmentée par l'IA. Est-ce qu'on pourrait utiliser les mêmes outils? En fait, oui.
Nous, là, on a comme chercheurs, comme praticiens, ainsi de suite, on a exactement le même accès à ces technologies-là comme les personnes malveillantes. Mais par contre, et puis ça, c'est une chose que j'ai entendue dans InCyber et puis qui m'a marqué énormément. Nous, les chercheurs, les praticiens, le gouvernement, ainsi de suite, quand on avance, quand on utilise ces technologies-là, quand on vient avec des stratégies, on avance d'une façon prudente. On fait attention à ne pas causer du mal. On pense à l'humain, on pense aux conséquences, on pense à tous ces différents éléments-là avant de dire, OK, on va faire notre step, notre marche en avant. Alors que les criminels et puis les personnes qui ont des agendas, ainsi de suite, s'en foutent. Carrément, là. Donc, ils utilisent, ils testent des stratégies, ils testent des outils, et puis ça marche pas, c'est pas grave, ils continuent, ils testent sur les personnes, ça marche pas, c'est pas grave, on continue, sans vraiment, comment dirais-je, un cadre éthique qui va les ralentir. Donc, c'est pour cela, même si, et puis là, je veux pas être pessimiste, OK? Au contraire, je veux être positif, et puis je veux dire que, en fait, c'est pour cela aussi que Thierry, toi et puis moi, aujourd'hui, on est là, c'est pour dire qu'il y a espoir, mais il faut vraiment qu'on y pense. C'est quoi les solutions qu'on va mettre en place pour qu'on puisse vraiment, nous aussi, utiliser ces technologies-là pour contrer cette désinformation-là. Puis tu as parlé d'inonder l'Internet avec du vrai, parce que en fait, le bruit, ça vient des personnes qui veulent faire du mal, qui veulent manipuler, ainsi de suite. Et puis, ils font tellement de bruit, et puis on sait que l'humain, et puis on a parlé tantôt de neurosciences, et puis tout ce qui se passe dans le cerveau, on est beaucoup plus, comment dirais-je, captivé par le négatif, on est captivé par les scandales, on est captivé par quelque chose qui va venir chercher nos émotions que par la vérité. La vérité, c'est pas vraiment intéressant. Les autres affaires sont beaucoup plus intéressantes. Donc, nous, de notre côté, on a vraiment un travail à faire de ce côté-là parce que on ne peut pas juste laisser. Parce que moi, je travaille beaucoup sur la question des observateurs passifs. Donc, nous, qu'on voit passer sur nos fils d'actualité, que ce soit TikTok ou autre. Moi, je parle beaucoup de TikTok parce que je fais la recherche dessus et puis je suis là présentement énormément. On voit passer, on dit, ah, ça peut-être c'est un deepfake, ça c'est du faux, et puis on continue. Mais en fait, on continue, mais il y a d'autres personnes qui ne savent pas que c'est du faux et puis qui vont être manipulées, qui vont vraiment croire à ceci. Donc, notre rôle comme citoyen, citoyenne, c'est d'agir, de ne pas rester des témoins en fait passifs, et puis faire quelque chose. Passons à l'action. Merci beaucoup. Soit à l'action. Alors, je suppose que je peux faire le mot de conclusion aujourd'hui. Merci infiniment à nos deux panélistes, Nadia Nafi, donc professeure agrégée au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval, Thierry Warin, professeur titulaire au département des affaires internationales, HEC Montréal. Donc, un grand merci au ministère de la Cybersécurité et du Numérique d'avoir organisé ce webinaire aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à consulter le guide qui a été déposé dans la discussion. C'est un guide, je pense, qui fait un bon résumé de l'état de la situation. Et j'aimerais vous laisser en vous donner un message peut-être, c'est que nous avons la responsabilité tous ensemble de faire de la qualité de l'information un pilier de notre gouvernance dans nos organisations. Donc, un grand merci à tous et au plaisir de vous reparler.